Bonjour et bienvenue sur le radar de l'UFC. C'est Carito Johnson et on va faire le point en cet hiver 2025 sur les prospects justement à suivre. Et donc cette liste, bien sûr, c'est toute une liste, donc ça va être long, peut-être, je ne sais pas encore combien de temps ça va durer, mais je me suis dit que là je vais faire la liste. Si je dois détailler un peu les points, en quoi ils sont dangereux ou pas, et quels sont les points à améliorer dans leur style à chacun, je ferai des vidéos un peu à part pour chaque combattant. Quand ça viendra, si j'ai le temps. Pour l'instant, ça sera juste une liste. Alors bien sûr, une liste de prospects à suivre, c'est toujours non exhaustif. Il se peut qu'il y ait des combattants qui passent à travers les mailles du filet, je vais en parler. Et aussi, c'est subjectif en fait, bien évidemment, c'est ma liste. Toutes les personnes qui regardent du MMA, chacun va avoir ses combattants à suivre et sera différent forcément d'un autre. Alors, pour commencer, déjà dans les prospects, en 2025, qu'on va suivre, on va faire le point sur ceux qui en 2024 déjà ont suivi, qu'on va continuer à suivre. Et parmi eux, alors dans la catégorie de ceux qu'on suivait en 2024, qui ont réussi, donc ça ne sert pas vraiment à grand chose de continuer à s'attarder dessus. Il y a bien évidemment Almabayev qui a atteint le top 10, Youssef Zalal qui a atteint lui aussi le top 10, qu'on avait trouvé très prometteur l'an dernier et qui a transformé l'essai. Michael Morales qui a atteint le top 15 de sa catégorie. Marcus McGee, pareil, qui a atteint le top 15 de sa catégorie. Marcus McGee d'ailleurs qui était passé un petit peu pour beaucoup, j'ai l'impression, sous les radars, les gens n'avaient pas vu venir, pariez pas vraiment dessus, ne trouvait pas prometteur. Moi je pense qu'il a vraiment un style très intéressant à regarder, des combats très intéressants à voir. Leron Murphy, bon c'est un peu... il atteint le top 10, là pareil, beaucoup de gens apprécient ce combattant déjà, alors comme je parle des gens qui ont réussi, c'est qu'ils ont atteint effectivement le top 15 de leur catégorie, disons que dans le grand public qui va s'intéresser au main event et aux réseaux sociaux, voilà, c'est un peu plus haut, là, les exigences. Pour le public en général de MMA, atteindre le top 15, c'est avoir un numéro à côté de son nom, ce genre de choses. Voilà, ça sert plus à grand chose en tant que prospect de se dire, bon, on va les surveiller de près, on va avoir l'œil dessus. Ils ont déjà fait leurs preuves, ils sont déjà arrivés dans le top 15. En général, c'est une échelle à peu près à partir de laquelle on considère que, voilà, ils sont assez dangereux pour la catégorie, ils ont atteint le top 15. Ça y est, c'est prouvé. On a Carlos Prates, bien évidemment, qui a atteint le top 10, qui va combattre bientôt, je crois. Aileen Perez, que je trouvais prometteuse, même si c'était surtout, on va voir une autre catégorie des combattants qu'on aime bien voir combattre, en tout cas à titre personnel, donc voilà, qui atteint le top 10 de sa catégorie. Bon, bien évidemment, à contrario, il y a ceux qu'on suivait en 2024, qui sont un peu des déceptions, qui ont atteint vraiment, on voit qu'on a vu les limites. Il y a, je vais faire la liste, David Onama, il y a bien sûr Mike Davis, Mike Davis, c'est compliqué, ouais, Mike Davis, un très bon combattant, mais ouais, on a vu que, voilà, il y a des choses dernièrement qui ne passaient plus. Manuel Torres, alors bien sûr, Manuel Torres, encore une fois, un combattant assez unilatéral, on sait qu'il avait un gros KO power, mais voilà, il manquait des choses. Bon, on a vu que là, ça passait plus. Temba Gorimbo, encore une fois, un cas particulier. Temba Gorimbo, qui avait ce style, entre guillemets, un peu pâteau, et qui lui permettait, avec sa grande allonge, d'envoyer des frappes un peu non académiques. Et c'était, je trouve ça très intéressant parce que ça posait problème à ses adversaires. Il avait un énorme KO power. Malheureusement, en fait, ce côté pao, tout ça, ce côté pâteau, c'est aussi sa limite parce que s'il faut, il est vraiment pâteau et que peut-être que c'était juste, il a eu du bol sur ses frappes et tout jusque-là. Bon, ça fait quand même beaucoup, mais j'exagère bien sûr. Mais voilà, on voit que en fait, techniquement, là, c'est trop lacunaire. Kevin Jousset, malheureusement, il y a un an, je me disais, dans un an, il sera dans le top 15. Bah non, il a montré que non. C'est pas vraiment son combat contre Brian Battle, parce qu'on savait que ça allait être une collision, mais c'est plutôt son dernier combat qui est plutôt décevant, où il est un peu la moitié de lui-même. Chaos Williams, alors pareil, parmi les combattants qu'on suit, bien évidemment, il y a ceux qui sont arrivés il y a pas longtemps, et ceux qui sont arrivés il y a longtemps, mais qui peuvent être sur une bonne dynamique en 2024, et qui permettaient de croire qu'ils allaient finir par être dangereux pour le top 15. Chaos Williams, non, montré encore récemment que 2024, c'était pas ça. Rinya Nakamura, qui a montré également ses limites. Peyton Talbot, bien sûr, tout le monde attendait beaucoup de choses de lui. On a vu que voilà, il a perdu son 0, mais en plus c'est de manière un peu... c'était de manière un peu décevante. Pareil, les combattants prometteurs, c'est pas forcément parce qu'ils enchaînent les victoires, c'est surtout parce qu'ils montrent de belles choses, qu'ils montrent qu'ils s'améliorent. Des fois, c'est pas forcément une victoire ou une défaite, on peut avoir une défaite, mais très bien combattre, on peut dire, ouais, on y croit. Et des fois, c'est des victoires, mais alors, vous voyez, on va y revenir.
D'ailleurs, c'est la catégorie suivante, j'ai envie de dire, la catégorie des combattants qui réussissent, qui vont avoir des victoires. Mais alors, on émet de grands doutes pour 2025. Il y a bien évidemment Brian Battle, qui après ses combats qu'il a enchaînés, il a de bonnes victoires. Sa dernière victoire, c'était pareil, j'ai pas envie de dire l'ombre de lui-même, mais c'était la moitié de ce qu'il avait montré avant. Daniel Marcos, il y avait déjà des doutes après son combat contre Davy Grant, mais on se disait, bon, il peut quand même être dangereux. Ouais, je reste mitigé maintenant, j'avoue que j'attends plus grand-chose de Daniel Marcos là en 2025. Je pense qu'il va vite atteindre des limites. Mauricio Ruffi, pareil, ses combats, c'est pas si ouf que ça récemment. Là, j'ai pas été plus enflammé que je pouvais l'être il y a un an. Donc à voir, 2025, je ne pense pas trop les garder sur le radar, garder un œil dessus, il y a d'autres combattants à voir. Les combattants qui sont passés entre les mailles du filet, c'est-à-dire qu'il y a un an, j'ai posé pas vraiment d'attente ou gardé un œil dessus, parce que j'avais trop de réserves ou quoi, et qui finalement ont bien percé et bien réussi. Il y a la Canadienne Gillian Robertson, qui a montré effectivement qu'en termes de JJB, c'était impressionnant et que voilà, elle a atteint le top 15 de sa KT. Caio Borraio, je trouvais pas que c'était le plus extraordinaire des Fighting Nerds. Il a montré que là, il arrivait dans le top 5, top 10. Je pense qu'il a bien sa place dans le top 10, c'est sûr. Carlos Hulberg, bien évidemment, qui a bien performé. On a Jasmine Jasudavicius. Je trouvais que c'était douteux, sa façon qu'elle avait de combattre. Elle a bien transformé l'essai, elle est devenue de plus en plus propre. Elle a atteint le top 15 et c'est très bien. Bien évidemment, Diego Lopez, je reconnais que avant son combat contre Sabatini, j'étais un peu d'accord avec Julien Casier, par exemple, du podcast mondial, qui on disait c'était pas probant pour l'instant, c'est-à-dire qu'il fallait encore qu'il fasse ses preuves. Il a déroulé après. Alors là, c'est victoire, et puis là, il va avoir, je crois, un title shot, très mérité, très méritant. C'est vraiment un très bon combattant. Et bien sûr, le dernier, c'est le français Faresiam. Faresiam, qui, je n'avais pas fait attention à quel point il avait ce potentiel-là. Là, cette année, il s'est vraiment révélé à mes yeux, en tout cas. Je salue ses performances, vraiment, il mérite là d'affronter le top 15, j'espère, cette année, et d'y rentrer. Ensuite, on va voir les combattants qu'on suit en 2024 et qu'on continue de suivre là donc en 2025, à surveiller, qu'on garde à l'œil. Il y a bien évidemment la combattante Loma Lookboonmee, qui est... je pensais qu'elle aurait atteint le top 15, elle n'y est pas encore, mais elle combat peut-être pas souvent aussi, une fois par an, quelque chose comme ça. Une combattante thaïlandaise, si je dis pas de bêtises. Extrêmement talentueuse, qui est sous-cotée selon moi, qui est quand même à l'UFC depuis quelques temps, mais qui, je trouve qu'elle est sur une bonne dynamique là, et qu'elle s'améliore bien, donc il y a des choses à surveiller de son côté. On a le Joe Anderson Brito qui, malgré sa défaite, reste quand même dangereux, selon moi. On a chez les poids lourds Mick Parkin, qui est arrivé, mais par contre, lui, on le surveille, parce qu'il n'a pas eu d'adversité jusque-là. Donc à savoir qu'est-ce qu'il va faire chez les poids lourds, est-ce qu'il peut vraiment menacer le top 15, top 10 cette année? À voir, à surveiller. On a chez les light heavyweight Zhang Mingyang, qui était bien évidemment sur le radar avant même son entrée à l'UFC, après ses prestations. Il a continué de performer, mais on a des réserves sur sa responsabilité défensive, debout, sur certaines choses. Mais il a ce KO power, il a cette stratégie où de toute façon il peut amener au sol et à envoyer le grand endpoint. Je pense qu'il est un danger pour ses adversaires. À voir jusqu'où il va progresser cette année. On a Jean Silva, bien sûr, qui va combattre bientôt. Jean Silva, qui est selon moi l'un des meilleurs fighting nerds, même s'il n'est pas encore dans le top 15. Mais je trouve qu'il est beaucoup plus intelligent que ce que les gens veulent croire. Les gens pensent que c'est juste un combattant assoiffé de sang, ce genre de choses. Non, je pense qu'il est vraiment plus stratégique que ça, et qu'il cache bien quelque chose. Et donc cette année, j'attends de voir si je me trompe, si en fait c'est juste effectivement un combattant assoiffé de sang, et qui peut réussir, ou si vraiment il y a quelque chose de plus derrière, qui est encore plus dangereux pour le top 10 de la catégorie. Ignacio Bahamondes, qui va faire un combat bientôt, et on est chez Lightweight, et c'est très serré, donc... mais je pense qu'il a tout ce qu'il faut dans son camp, dans ses préparations. Il progresse énormément, je trouve qu'il montre vraiment de bonnes choses. On a Yoon Jung Park. Alors, le problème de Yoon Jung Park, c'est que comme il n'a pas combattu l'an dernier, qu'il a encore eu un combat cette année qui a été annulé, des gros doutes. Voilà. Il reste à surveiller. J'attends de voir son prochain combat pour savoir si on continue de le surveiller ou pas, de le garder à l'œil. On a Yasmine Jauregui qui va alterner victoire et défaite, mais qui est selon moi quand même une très très bonne combattante à surveiller. Jacqueline Amorim, pareil, très bonne combattante à surveiller.
On a, alors là, les noms les plus connus, je pense que là, vous connaissez ces noms-là, ça va être Oumar Sy. Oumar Sy, on attend toujours ses combats, on attend toujours qu'il aille affronter le top 15 et y rentrer. J'espère que ce sera cette année. Et on a bien évidemment Felipe Lima, qui en 2 combats à l'UFC a fait des démonstrations très impressionnantes. Donc déjà après sa victoire contre Nemov, on l'avait à l'œil. Il n'a pas beaucoup combattu en 2024. À voir comment ça se passe pour lui en 2025. Mais pour moi, il reste dangereux. Enfin, il est, de toute façon, il sera dangereux pour la catégorie. À voir comment ça se développe pour lui. Il y a les combattants ensuite qu'on aime bien voir, que j'aime bien voir combattre, qui sont pas forcément des combattants qui vont atteindre le top 15, qui sont pas forcément des gros prospects, mais je fais une petite parenthèse. Je pense bien sûr à Christian Rodriguez, qui est le prospect killer par excellence. Il y a Chase Hooper, je trouve qu'il a un sol très, très intéressant à regarder, ça me fait toujours plaisir de le voir. Et chez les polos, on a Waldo Cortés Acosta, qui a eu des moments un peu difficiles, mais je pense qu'il y a quand même un bon potentiel chez lui. De toute façon, vu la catégorie des poids lourds, il pourrait très bien intégrer le top 15. Donc en 2025, quels sont les noms, entre guillemets, nouveaux qu'on va suivre? Donc on va avoir chez les strawweight féminines Chiming, qui je trouve était sous-cotée dans cette espèce de finale de Road to UFC qu'il y a eu, je crois que c'était à Macao. Les gens voyaient beaucoup son adversaire gagnante. Ben moi, de ce que j'ai vu de Chiming avant, de ce que j'avais analysé, au contraire, je trouvais elle beaucoup plus prometteuse que son adversaire. Elle apporte beaucoup, et je suis très intéressé par son parcours en 2025, voir ce qu'elle va donner, ce qu'elle va prouver dans la catégorie. On a les nouveaux arrivés en middleweight, bien évidemment, qui sont arrivés l'an dernier. On a Azamat Bekoev, qui nous vient de la LFA, qui a fait une très bonne entrée en short notice récemment à l'UFC. Donc à voir comment ça va se dérouler pour lui en 2025. Mansour Abdul Malik, bien évidemment, un des dernières recrues des Contender Series de l'an dernier, qui, malgré les doutes que je pouvais avoir pendant son combat justement au Contender Series, a montré de bonnes choses. Il va combattre encore là prochainement. J'espère donc que les attentes à son égard seront là en fait en 2025. Beaucoup de gens le voient comme vraiment quelqu'un de très fort, très athlétique, vraiment imprenable, ou je sais pas quoi. Bon, j'exagère un peu, mais voilà. Je suis un peu plus mesuré, mais c'est vrai que je suis, sans être dans le train, j'attends des choses, justement, j'attends de voir un peu ses prochains combats. Donc c'est à suivre justement en 2025. Et on a encore un autre qui vient des Contender Series, Elijah Smith. Je suis très étonné, il est très jeune, et pourtant il a montré de très belles choses, et en plus il a montré qu'il avait envie d'apprendre encore, et que il a une résilience, il n'a pas envie d'abandonner quoi que ce soit, il veut vraiment réussir. Il fera tout pour, je pense, et de manière intelligente. Donc à suivre en 2025, qu'est-ce qu'il va donner. Et ensuite, alors on va avoir 2 cas particuliers, ce sont les combattants qui n'ont pas vraiment fait de combat encore officiellement à l'UFC, mais ils ont été recrutés par l'UFC. On va voir chez les flyweight hommes, donc Louis Gurulé, j'en avais déjà un peu parlé. Louis Gurulé, pour moi, il m'a fait une énorme impression pendant ses Contender Series, où il a pris un très short notice. C'était impressionnant, vraiment comment il se gère dans la cage, c'est vraiment à voir. J'attends avec impatience son premier combat officiel à l'UFC pour pouvoir me positionner. Est-ce que c'était vraiment juste une fois comme ça? Parce que voilà, on sait jamais, quand on voit 1 ou 2 combats, on sait jamais si sur la durée, vraiment, ça va être quelque chose de prometteur ou pas. Louis Gurulé, moi j'attends de voir son prochain combat à l'UFC. Et l'autre combattant, pareil, qui n'a pas fait vraiment de combat à l'UFC encore, c'est Meron Santos, qui va combattre bientôt, justement. Meron Santos, pareil, très impressionné par sa performance. À voir, donc, ce que ça peut donner en 2025 pour lui. Voilà donc pour la liste des combattants et des prospects 2025. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, s'il y a des noms qui résonnent chez vous, ou si vous avez d'autres noms à apporter. Il se peut que il y a des noms que j'ai loupés encore, qui passent entre les mailles du filet, que j'ai pas tout regardé, tout analysé, vu les potentiels vraiment de chacun, des choses que j'ai pas très bien vues. Donc voilà. C'était donc Carlito Johnson pour cette petite aparté sur les prospects 2025.